chers auditeurs, c'est à vous la parole, 01 80 20 11h 13h, pour commenter l'actualité. Et notre question du samedi matin, la liberté d'expression est-elle menacée? Pourquoi je vous dis ça? Parce que, évidemment, il y a ces attaques qui se multiplient contre CNews. Alors, et Europe 1, on en a évidemment l'habitude, c'est devenu malheureusement la norme. Ce qui est plus surprenant, c'est quand ça vient des plus hautes institutions des médias. Et je pense évidemment à Delphine Ernotte, qui a violemment attaqué le groupe en expliquant que Europe 1 et CNews étaient des chaînes et des radios d'extrême droite, qu'il y avait un projet en quelque sorte politique, une déclaration qui a fait réagir au sein même de la maison de France Télévisions. Un certain malaise, on y reviendra dans un instant, et j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez, chers auditeurs. Est-ce que vous considérez bien que finalement c'est un système médiatique qui est finalement en train de vaciller, et parce qu'il vacille, bien il s'en prend aux messagers plutôt qu'aux messages. J'aurais aimé que Delphine Ernotte nous explique à quel point il y a neutralité, pluralité dans le service public, plutôt que de s'en prendre à CNews et à Europe 1. Et nous sommes en direct avec Joshua Auchard, sénateur Rassemblement National du Nord. Monsieur le sénateur, bonjour. Si vous êtes en direct avec nous, c'est parce que vous avez interpellé, à travers une lettre ouverte, le directeur de l'Arcom, Martin Hajdari, et vous demandez la démission de Madame Ernotte. Pourquoi vous demandez la démission de Madame Ernotte, monsieur le sénateur? Oui, bonjour. J'ai effectivement interpellé le président de l'Arcom pour demander la démission de Mme Ernotte, puisque ses propos sont véritablement inacceptables, sont hypocrites, en fait, elle qui réclame à longueur de temps, à longueur de journée, de la pluralité, de la neutralité dans les chaînes de télévision, dans les instances de radio, se met à critiquer une chaîne de télévision ouvertement, en la qualifiant d'extrême droite, et vous l'avez dit à vous-même, en s'en prenant plutôt aux messagers plutôt qu'aux messages, et c'est d'ailleurs la véritable problématique. En faisant ça, elle met des cibles dans les dos des journalistes de CNews, mais d'autres, comme Franchir par exemple, sur les manifestations qui se déroulent. Je crois savoir, vous me corrigez si je me trompe, que les journalistes de CNews ont déjà été agressés sur des manifestations et sont maintenant obligés de se doter d'un service de sécurité. Elle ne fait en fait qu'aggraver cette situation, en mettant une véritable cible dans leur dos sur les manifestations qui sont majoritairement tenues, par l'extrême gauche. Alors, pour être totalement transparent, oui, il y a un service de sécurité lorsqu'il y a des manifestations à risque concernant les journalistes de CNews, mais je sais que c'est le cas aussi pour les journalistes d'LCI, les journalistes de France Télévisions certainement également, les journalistes de BFM, et j'apporte évidemment tout mon soutien aux journalistes qui tentent de faire leur boulot sur le terrain, mais il y a un climat évidemment où au lieu de se défendre, de se protéger, de se soutenir, bien il y a ces attaques sur le terrain de la morale. Monsieur le sénateur, est-ce que le président de l'Arcom vous a répondu? Non, le président de l'Arcom ne m'a pas encore répondu. Le courrier vient de partir. Je sais qu'il y a des auditions en cours également au Sénat, et je solliciterai mes collègues pour qu'ils soient interrogés sur ce sujet-là. Et dès que j'aurai bien sûr une réponse, je la communiquerai. Vous dites dans votre lettre, dans ces conditions, Madame Ernotte a perdu toute légitimité pour continuer à exercer ses fonctions. Elle doit présenter sa démission, et si celle-ci ne souhaite pas démissionner compte tenu de ses prises de position, je vous demande solennellement, vous vous adressez au président de l'Arcom, de la révoquer en mettant fin à ses fonctions avant le terme de son mandat. Est-ce que c'est un coup de com' que vous êtes en train de faire, ou vous y croyez réellement ? Non, mais j'y crois réellement, Madame Ernotte. Au-delà d'être présidente de France Télévisions, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'elle est une haute fonctionnaire du service public, et par cette fonction, elle est astreinte à cette obligation de neutralité. C'est pas juste la présidente d'une chaîne de télévision, comme pourrait l'être la présidente de CNews ou autre, c'est la présidente d'un service public qui se doit pluralité et neutralité sur l'ensemble de ces chaînes. On a déjà pu constater à plusieurs reprises que ce n'était pas le cas, et en fait, en ayant ces propos, Ernotte s'est placée elle-même, et malheureusement, par ses propos, l'ensemble des acteurs de France Télévisions dans l'échiquier politique. Monsieur le sénateur, je vais me faire l'avocat de Delphine Ernotte. Je vais vous dire, mais attendez, monsieur le sénateur, on sait très bien que le Rassemblement National n'a qu'une envie, c'est de privatiser le service public, l'audiovisuel public. Vous êtes en train de récupérer les déclarations de Madame Ernotte pour prêcher pour votre paroisse, en quelque sorte, et appeler à la privatisation du service public, ou ça va au-delà de ça, monsieur le sénateur?
Oui, moi je ne récupère rien du tout. J'ai pas demandé à Madame Ernotte de tenir ses propos. Madame Ernotte, effectivement, sait elle-même que le Rassemblement national veut largement privatiser le service public audiovisuel pour récupérer ces quelques 4 milliards d'euros qui sont pris dans la poche des Français et pour faire de la propagande majoritairement de gauche. Et en fait, Madame Ernotte, par ses propos, vient juste de confirmer ce qu'on souhaite depuis des années. Monsieur le sénateur, qu'est-ce que ça dit cette période, là, les 2 dernières semaines qu'on vient de vivre? Tout commence à travers les révélations de nos confrères de l'Incorrect, ces vidéos où l'on voit Monsieur Legrand et Monsieur Cohen jouer les stratèges pour le Parti socialiste. Il y a ensuite une multiplication des réactions politiques, indignation que ça soit de gauche comme de droite, d'ailleurs. Très intéressant de voir ça. Mais et puis ensuite il y a les réactions. On se souvient de Monsieur, j'ai oublié le nom du directeur éditorial de Vincent Mélé. Vincent Mélé. Depuis une semaine, à chaque fois j'oublie son nom malheureusement. Là aussi extrêmement violent. On voit aussi la réaction de Delphine Ernotte, une déclaration qui ne fait pas l'unanimité au sein de France Télévisions. Mais qu'est-ce que ça dit du climat au sein de l'audiovisuel public ? Bien sûr, justement, j'ai vu des retours de journalistes du service public qui se sont indignés, qui ont été contre les propos tenus par Delphine Ernotte. Mais normalement, vous venez sur les propos de Patrick Cohen et de Thomas Legrand, ça revient à ce qu'on nous dénonce depuis des années. Effectivement, il y a certains partis politiques, notamment le Rassemblement national, notamment Jordan Bardella et Marine Le Pen, qui, lorsqu'ils sont sur des plateaux de télévision en présence de certains journalistes, comme Patrick Cohen, ça a déjà été soulevé à plusieurs reprises, sont mis beaucoup plus en difficulté que des journalistes, que des politiques qui pourraient être de gauche. Alors maintenant, avec la gauche, il faut s'imaginer que tout ce qui est à droite du Parti socialiste est sûrement d'extrême droite, mais ça met vraiment un climat de défiance envers les Français qui veulent, et je reviens un peu sur la privatisation, mais qui veulent plus payer et qui veulent avoir le droit de choisir les chaînes qu'ils veulent regarder et que ça soit plus pris dans leur poche pour éviter ce climat de défiance. Je pense que c'est la seule solution. Et en attendant, si effectivement les journalistes, le service public pouvaient s'éviter de prendre ces prises de position, je pense que tout le monde en serait gagnant. Eh bien, écoutez, merci Monsieur le sénateur d'avoir réagi en direct sur Europe 1 dans Elliott Deval et vous, sénateur Rassemblement National du Nord. Il faut rappeler également aux auditeurs d'Europe 1 qu'il y aura une commission d'enquête parlementaire fin septembre organisée par le groupe UDR, le groupe d'Éric Ciotti. Estelle. 11h12 sur Europe 1, Elliott Deval et vous, 11h, 13h, ça continue dans un instant et on continue à se poser cette question après les propos qu'a tenus Delphine Ernotte, présidente de France TV, à l'encontre d'Europe 1 et CNews. La liberté d'expression est-elle menacée ? On vous pose aussi la question à vous, auditeurs, appelez-nous pour en parler, 80 20 39 21, tout de suite. Europe 1. Elliott Deval et vous. 11h17 sur Europe 1. Elliott Deval et vous, c'est votre rendez-vous du week-end, 11h, 13h le samedi et dimanche, mais aussi le vendredi, 11h30, 13h. C'est une émission qui vous donne la parole au 01 80 20 39 21. Et Elliott, nous sommes en ligne avec Régis. Exactement. Régis, bonjour. Je vous rappelle que dans le studio, il y a Thomas Bonnet de CNews et Alexandre Devecchio du Figaro. Vous avez pu entendre peut-être les propos du sénateur RN Joshua Hochart, sénateur du Nord, qui demande la démission de Madame Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, après ces attaques virulentes contre CNews et contre Europe 1, cet entretien dans Le Monde cette semaine. Entretien qui met mal à l'aise beaucoup de monde au sein même de France Télévisions, mais on y reviendra. La question qu'on se pose, cher Régis, c'est est-ce que la liberté d'expression est menacée en France ? Et quelle est votre réponse ? Alors, menacée d'abord, bonjour messieurs. Je voulais simplement répondre à cette question que j'ai lue ce matin sur les réseaux. Est-ce que la liberté d'expression est en danger ? Moi, j'ai 62 ans. J'ai connu à l'époque d'Europe 1 Coluche qui était sur Europe, qui avait été un peu censuré, puis réengagé. J'ai connu Thierry Leluron qui avait été censuré et réengagé. J'ai écouté la liberté d'expression en général. J'ai écouté Bigard, Chanoine l'autre soir. Il n'y a pas vraiment eu de censure non plus. Je veux dire que non, on n'est pas en Corée du Nord, tout va très bien. Ça dépend comment on parle, comment on s'exprime. Madame Ernotte, elle a déjà été maladroite il y a 7 ou 8 ans quand elle a dit que si on avait plus de 50 ans et qu'on était blanc, on n'avait plus rien à faire à France Télévisions comme animateur. Je me trompe pas. Madame Ernotte, elle a 70 ou 80 millions de dettes derrière elle. Madame Ernotte, ce qu'elle va faire, si la holding avec le Front National qui a 120 députés passe à la fin de l'année, Madame Ernotte va faire ses bagages. Elle va partir. Et c'est sous Sarkozy, je pense que cette dame-là n'aurait pas fait 3 mandats.
J'ai rien contre Nicolas Sarkozy qui pouvait intervenir ici ou là. Je pense qu'une femme qui laisse autant de dettes, qui a fait de France Télévisions une télévision publique, c'est vrai, certes à gauche, n'a pas sa place. Elle était, je crois, au départ directrice chez Orange. Le numéro 2, son directeur numéro 2 des programmes était le directeur cabinet de Madame Duflot. Ça fait beaucoup sur un CV. Donc je dis qu'à un moment, même si Madame Michu, qui habite Vesoul, se moque complètement de savoir qui est Madame Ernotte ou Simon Gomez ou Cohen ou Legrand, vous savez, dans la rue, quand vous sortez dans la rue, les gens... C'est pas ça qui regarde en priorité. Mais nous, pardonnez-moi, Régis. Alors là, pour le coup, je m'inscris en faux. Je suis d'accord avec vous que Madame Ernotte, elle peut traverser les Champs-Élysées. Personne ne lui dira bonjour Madame Ernotte. Personne ne la connaît. C'est pas une personnalité publique XXL. Tout comme Monsieur Legrand ou Monsieur Cohen. C'est une certitude. En revanche, les Français, justement, à qui on demande de se serrer la ceinture, à qui on demande de faire des efforts, ont du mal à comprendre comment on peut donner chaque année 4 milliards à l'audiovisuel public, 4 milliards de subventions, et qu'on a ces problématiques-là de neutralité, de pluralisme, etc. etc. Donc c'est un vrai sujet. 4 milliards plus, comme c'est service public, je pensais que déjà depuis 7 ou 8 ans, on ne devait pas couper les programmes. Il y a des émissions où les programmes sont coupés par la pub sur France Télévisions. Il faut revoir aussi les budgets de certaines émissions et d'animateurs, pardonnez-moi l'expression, qui se gavent. Vous avez des animateurs qui ont des salaires tous les mois, c'est TF1 ou M6, quoi. C'est plus le service public. Je dis pas non plus qu'il faut être au SMIC, mais c'est des journalistes de qualité, des journalistes compétents, et s'ils permettent d'avoir là aussi un journal de qualité, moi je n'irai pas sur ce terrain-là. Je parle plutôt animateur de télévision. Oui, non, mais je parle plutôt animateur de variété, de divertissement. Il y a des boîtes de prod quand même qui prennent très très cher. Ça, faut le rappeler. C'est ce qui fait quand même que, cher ami, nous sommes à 80 millions de dettes. Alors, pour revenir à la liberté d'expression... Oui, mais alors, moi, vous m'avez dit, cher Régis, la liberté d'expression, elle n'est pas menacée en France. Je me permets juste de vous rappeler... Alors, c'est des éléments qui sont différents, bien sûr. C'est des faits qui sont différents. Mais... aller dire à la rédaction de Charlie Hebdo que la liberté d'expression n'est pas menacée en France, je pense qu'il vous répondrait de manière assez amère. Aller dire aux employés de C8, encore une fois, c'est des éléments qui sont différents, aux employés de C8 qui sont sur la paille depuis la décision de l'Arcom que la liberté d'expression n'est pas menacée, je pense que là aussi leur réponse pourrait être assez amère, cher Régis. Mais c'est intéressant. Oui, alors certes, on n'est pas la Corée du Nord, mais bon, aujourd'hui, est-ce que quand vous avez la patronne de France Télévisions qui attaque des médias comme elle l'a fait, qui met une cible sur le dos de journalistes qui se retrouvent après sur le terrain et qui retrouvent sur le terrain les mêmes attaques de Black Bloc, d'éléments radicaux que les propos tenus par la présidente de France Télévisions, ça peut poser problème. Oui, mais de toute façon, oui, tout à fait d'accord. De toute façon, au niveau de l'Arcom, il y a tout qui est à revoir. D'abord, ça nous coûte un pognon de dingue, déjà. Je pense que la ministre Dati... Et Alexandre Devecchio qui jubile dans le studio. Oui. Vous êtes un dévéquiste. Moi, je suis même pour l'abolition de l'Arcom, donc vous pouvez y aller. Mais voilà. On fait un tout petit CSA, 2-3 personnes éventuellement pour jeter un œil de temps en temps, et on va économiser 450 millions d'euros, et ça va faire des repas au restaurant du cœur. Là, je suis la démagogie, on y va. Mais certes, c'est vrai, parce que c'est un pognon de dingue qu'il avait dit, notre petit Manu. C'est vrai. Alors, 450 millions ici. Vous savez que Madame Ernotte, elle dirige en même temps le budget de l'Arcom. Je crois que c'est 40 millions le budget de l'Arcom. C'est pas 450 millions. Ah bah non, surveillez vos chiffres, Régis, franchement. C'est déjà pas mal. Je vais me faire sanctionner par l'Arcom. On va regarder ça tout de suite. Il y a Thomas Bonnet qui est sur son téléphone. 50 millions, vous voyez? C'est le 13e mois d'Alexandre Devecchio. Donc voilà, vous savez, au Figaro, c'est comme ça que ça se passe. De toute façon, on devrait avoir peut-être un Arcom. C'est vrai, sur l'histoire de C8, c'est lamentable ce qui s'est passé. Mais vous aurez remarqué qu'à part CNews, peut-être, personne n'a bougé dans le milieu audiovisuel. C'est-à-dire qu'on supprime une chaîne. La dernière fois qu'on a supprimé une chaîne, et pour des raisons qui sont rien à voir avec C8, c'était la 5. On a supprimé une chaîne en 2025 en France qui prône justement la liberté d'expression. Qu'on ne soit pas d'accord avec Hanouna, c'est un autre débat. Je pense que feu Philippe Labro et William Lémergie n'avaient pas à être censurés, n'avaient pas à être virés. Cette chaîne aurait dû toujours exister. Le problème, c'est qu'il y avait, c'est vrai, il faut le reconnaître, c'est votre groupe qui a beaucoup parlé de la fin de C8. Les autres, au contraire, je pense, ont dû applaudir. Voilà. Eh bien, écoutez... Allez-y, quand on voit, pardonnez-moi, terminez votre phrase quand même.
quand on voit ce qu'ils ont mis à la place, parce qu'il y a des gens qui ont créé la 18 et la 19, depuis des mois, on nous dit vous allez voir ce que vous allez voir. Quand on voit les chaînes de télé qui sont arrivées depuis la fin de C8, on se pince, quoi. Moi, j'ai vu, par exemple, j'ai constaté que Cyril Hanouna avec W9 et Tout Bottom 9 était devant, d'ailleurs, encore hier. Hier soir. Quotidien. Bon, cher Régis, merci. Merci beaucoup de réagir sur. Salut. Eh ben, écoutez, salut et merci de réagir en direct dans Elliott de Vallée. Et vous, un petit tour de table, Thomas Bonnet. Tiens, je disais, ça vacille même au sein de France Télévisions. J'ai lu cet article du Figaro. Delphine Ernotte met en danger tout le service public, disent certains à France Télé. Beaucoup sont tombés par terre, relate une source en interne. Elle a dû perdre ses nerfs. C'est la seule explication, persifle un autre. Il lui suffisait de défendre Patrick Cohen et Thomas Legrand. Au lieu de ça, elle a positionné elle-même en creux l'audiovisuel public sur l'échiquier politique. Elle est sortie de sa réserve, sortie de la réserve qu'impose sa fonction, et elle a placé de facto son groupe dans une opposition avec un autre groupe, mais qui est privé. Donc effectivement, le problème est là pour Delphine Ernotte, qui incarne, je pense, ce système médiatique qui est en train de vaciller, qui pendant 40 ans avait le monopole du récit médiatique, qui pouvait disqualifier quiconque en sortait, qui pouvait étiqueter les gens à foison, qui pouvait éviter certains sujets. Bon, bah, désormais, c'est plus possible parce que vous avez des médias, CNews, Europe 1 ou encore le JDD qui abordent des sujets qui ne l'étaient pas, qui explorent les angles morts médiatiques, et ça les fait paniquer. Moi, je vois plutôt de la panique dans la déclaration de Delphine Ernotte, d'un système qui est en train de vaciller. Et je peux comprendre qu'en interne, certains s'émeuvent aussi de ces déclarations, parce que de facto, elle a placé l'intégralité du groupe France Télévisions dans cette bataille culturelle. Et j'imagine qu'au sein de France Télévisions, certains ne veulent pas du tout affronter les médias comme CNews ou Europe 1. On va écouter Sarah Knafo qui a régi hier chez nos confrères d'RMC. J'observe une forme de radicalisation chez Delphine Ernotte depuis qu'elle a obtenu son 3e mandat, que je trouve absolument choquante. C'est-à-dire qu'on aimerait plutôt qu'elle s'occupe de ces journalistes militants qui complotent avec le Parti Socialiste dans des cafés du 7e arrondissement, plutôt qu'elle vienne insulter les millions de Français qui regardent CNews parce qu'ils en ont assez de se faire matraquer par la propagande du service public qu'ils payent encore une fois avec leur argent. Alors c'est quoi la solution ? C'est de privatiser le service public. Tout le service public ? Tout le service public. Alors là, vous pensez que vous allez trouver des acheteurs pour 5 chaînes de télé ? J'adore cette question, elle est très intéressante. C'est important, ça veut dire que c'est tellement nul que personne ne voudra acheter. Moi, je pense que les gens achèteront quand même, que ça intéressera, mais j'adore la question et le sous-entendu. Mais moi, je suis pas un grand fan de la privatisation du service public. Alexandre Devecchio. Ça se discute. Moi, je pense qu'il y a trop de chaînes. En vérité, on pourrait quand même réduire le service public. C'est bien d'investir. Le réformer, mais c'est bien effectivement d'investir, de promouvoir la culture, de faire. Il y a des choses, il y a des choses à faire. Le problème, c'est que le service public a tellement été dévoyé que je crois qu'il est irréformable. En tout cas, c'est le constat que font beaucoup de politiques. Et du coup, plutôt que d'essayer de changer l'état profond qui est à l'intérieur de ce service public et dont finalement Delphine Ernotte est la principale représentante, il est plus simple tout simplement de le privatiser. Mais de toute façon, il y a une radicalisation dans le débat public de manière générale, oui. et ça se voit aussi avec le débat politique. C'est très très intéressant. Je vous parlerai dans un instant d'Aurélien Saint-Toul, le député procureur, vous savez, qui était président des commissions et qui s'est discrédité. Je vous donne juste un exemple. Rachel Kahn, elle témoigne, elle dit, moi j'ai été mis au banc du service public pour mes positions sur Israël, etc. Ostracisé. Le seul message qu'il a à mettre, c'est elle est pas ostracisée, déjà c'est même pas écrit en français, elle est nulle. Voilà ce qu'il dit, Aurélien Saint-Toul. Vous imaginez la faiblesse intellectuelle ? Le niveau des députés qu'on a aujourd'hui. Donc ce climat-là, il se répercute et donc finalement, évidemment, on n'a plus le droit, on peut plus avoir des débats intelligibles, intelligents, et on se retrouve avec des gens qui veulent vous censurer en quelque sorte. D'un côté, on peut le regretter, mais de l'autre côté, c'est une recomposition médiatique après la recomposition politique, et ça, c'est quand même intéressant. Et on continue. Exactement, on continue d'en parler juste dans un instant, Alexandre Devecchio. On vous redonnera la parole, 11h28 sur Europe 1. Elliott Deval et vous, ça continue jusqu'à 13h. Restez avec nous. Europe 1. Elliott Deval et vous. Bientôt 11h33 sur Europe 1. Elliott Deval et vous, c'est de 11h à 13h tous les week-ends. Et on parlait dans cette dernière demi-heure de la liberté d'expression. On a donné la parole notamment à Régis, un auditeur, mais on continue à le faire notamment avec vos invités, Elliott, Thomas Bonnet, journaliste politique à CNews, et Alexandre Devecchio, à qui on a coupé la parole avant la pub, journaliste au Figaro, qui avait quand même des choses à dire, je crois. Bon, j'avais dit l'essentiel, non, mais je disais que toute cette affaire de France Télévisions traduisait une recomposition médiatique qui
qui venait après la recomposition politique. Alors ça se fait dans un climat délétère, mais ce qui est intéressant, c'est effectivement que l'hégémonie culturelle de la gauche est bouleversée. Et moi, finalement, je trouve ça plutôt sain qu'il y ait des médias avec des opinions antagonistes. Alors ça ne devrait pas être le service public, parce que le service public est censé représenter tous les Français, mais qu'il y a un spectre médiatique plus large qu'avant, je trouve ça très bien. Moi, je fais partie de la génération qui a voté pour la première fois pour le référendum de 2005 sur le traité constitutionnel. À l'époque, 95% des éditorialistes étaient pour le oui. Le résultat, c'est que les Français ont voté pour le non. Donc, je suis désolé, dans une démocratie, finalement, c'est bien que les médias aient des opinions très différentes, très tranchées, et qui puissent s'affronter dans l'espace médiatique. Mais personne ne dit le contraire, Alexandre Devecchio. Ce qui est inquiétant, c'est quand vous allez sur des attaques, vous savez, vous agitez le chiffon rouge, c'est pas n'importe qui Delphine Ernotte. Lorsqu'elle dit CNews, Europe 1, ce sont des médias d'extrême droite, vous avez des répercussions sur le terrain. Elle définit pas ce qu'est extrême droite. Mais personne ne définit. C'est une manière de et quand c'est pas Delphine Ernotte, c'est Jean-Michel Apathy qui s'y met. C'est une manière de disqualifier, mais ce que je voulais dire, c'est que la montée de médias qui ont une sensibilité différente, qui montrent la réalité, effectivement, fait vaciller tout le système médiatique, le bouleverse. Et c'est ce à quoi, je crois, on assiste aujourd'hui. Mais là où c'est un tournant, c'est que, évidemment, l'affaire Cohen et Thomas Legrand n'a rien d'anecdotique. Et à tel point que c'est devenu un fait politique. Tous les grands chefs de parti, sauf Gabriel Attal, qui est porté disparu sur ce dossier. Je n'ai pas eu une réaction de Gabriel Attal. D'ailleurs, si vous avez des nouvelles de lui, je commence à être inquiet quand même. Pas une réaction du côté de La République En Marche, ou très peu. Sinon, le RN a condamné, les Républicains ont condamné, Reconquête a condamné, la France Insoumise a condamné. Alors, c'était difficile pour le PS de dire, franchement, Thomas Legrand et Patrick Cohen, vous allez trop loin. Vous êtes des mauvais stratèges. Vous nous avez vendu Laurent Berger, Monsieur Glucksmann. Ça ne va pas. Mais sinon, vous avez eu ça. C'est un fait politique, je le disais. C'est un fait médiatique, bien sûr. Et c'est un fait potentiellement judiciaire, puisque vous savez qu'il y a eu un article 40 qui a été prononcé, donc un signalement au procureur, et qu'il y aura peut-être une enquête judiciaire sur les détournements de fonds ou non, ou la collusion ou non entre les journalistes et les politiques. On continue d'en parler sur Europe 1. Elliott Deval et vous, 11h, 13h. On a 2 auditeurs. Vous êtes nombreux à vouloir réagir sur cette question. La liberté d'expression est-elle menacée? Baptiste, bonjour. Bonjour Elliott. Comment ça va? Ça va et vous? Bon, c'est l'anniversaire de Thomas Bonnet aujourd'hui. Vous avez entendu? Oui, je sais bien, j'ai entendu tout à l'heure. Bon, vous auriez pu lui envoyer un cadeau quand même. Hein. Vous n'avez rien envoyé, il est déçu. Il a eu un... Non, Mais sa compagne, elle vous a fait un cadeau, votre compagne ou pas? Pas encore. Mais une boîte d'allumettes. Bon. Je vous tiendrai informé, Elliott, bien sûr. Ah bah évidemment. Baptiste, alors, la liberté d'expression est-elle menacée selon vous? Le problème, c'est que Delphine Ernotte n'a pas à dire ça en public, quoi. C'est pas son rôle, quoi. Je suis désolé, mais elle devrait plutôt s'occuper de ce qui s'est passé avec l'affaire Patrick Cohen, quoi. La neutralité de la présidente de France Télévisions, on en est où là? Parce que là, c'est dramatique. Pourquoi vous dites que c'est dramatique, cher Baptiste? Elle a pas à dire ça dans en public, quoi. Vous voulez dire que son statut fait qu'elle devrait avoir une certaine hauteur et d'avoir un devoir de neutralité là aussi. On pourrait considérer aussi. N'a pas le droit, n'a pas le privilège de dire ça, quoi. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir des auditeurs qui sont d'accord avec Delphine Ernotte. Moi, si vous nous écoutez, que vous êtes d'accord avec Delphine Ernotte, que vous partagez sur sa position, moi, je serais ravi de pouvoir échanger avec vous. Et d'ailleurs, c'est ça qui est très frustrant dans cette séquence. Parce que moi, échanger avec Monsieur Cohen, Monsieur Legrand, échanger avec Madame Ernotte, mais avec grand plaisir. On poserait toutes les questions qui ne se posent pas d'ailleurs parfois, et c'est ça qui vous énerve régulièrement, qui ne se posent pas dans le service public. Thomas Bonnet. Sur la notion de liberté d'expression, ce que je trouve intéressant aussi dans toute cette affaire, c'est que la censure, et je mets des guillemets quand même, mais en tout cas la volonté d'éteindre certaines voix, d'éteindre certains médias, elle vient pas du pouvoir politique, ce qui était le cas parfois dans les années dont parlait notre auditeur précédent Régis. Cette fois, elle vient d'autres acteurs du débat médiatique, elle vient d'autres voix médiatiques. Et ça, c'est intéressant parce qu'on est aussi dans une séquence où ça ne vous a pas échappé, nous n'avons pas de gouvernement, où l'Assemblée nationale est en vacances, et se substitue à ce pouvoir politique un autre pouvoir, le pouvoir médiatique, qui veut
faire fermer des chaînes. La fermeture de C8 a été aussi poussée par certaines voix dans le paysage médiatique. De la même manière, quand Delphine Ernotte prend la parole, c'est la même idée. Quand Jean-Michel Apathy, qu'on va peut-être écouter, dit que les responsables politiques doivent s'emparer du sujet, c'est là aussi la même idée. Donc, aux responsables politiques se sont substitués des procureurs médiatiques qui, eux, demandent la fermeture d'autres voies du paysage médiatique. Emmanuel Paul est en direct avec nous et on salue Baptiste. Merci Baptiste d'avoir réagi. La priorité, ce sont les auditeurs. Vous l'avez bien compris, Alexandre Devecchio. Vous n'êtes pas prioritaire dans cette émission. Vous allez Franchement, je suis très raisonnable. On va avoir Pierre Lelouch tout à l'heure. Vous allez avoir beaucoup plus de mal qu'avec moi. Emmanuel Paul, bonjour. Bonjour Monsieur Deval, merci de me donner la parole. Oh bah vous m'appelez-moi Elliot. Elliot, bonjour Elliot. Comment ça va bonjour Emmanuel? Alors c'est Emmanuel Paul ou Emmanuel? Ou Paul d'ailleurs? Parce que moi il y a marqué Emmanuel Paul. C'est Emmanuel Paul, mon prénom. Eh bah écoutez, c'est un prénom composé que je découvre, c'est très joli. Vous allez bien Emmanuel Paul? Écoutez non, ça va pas du tout. Mais alors franchement pas. Pourquoi donc? Parce que je suis catastrophé de voir la France qui part en couille comme ça. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est une horreur. C'est un pays que je ne reconnais pas. Vous savez, mon grand-père a fait la guerre 14, mon deuxième grand-père a fait la guerre 14, mon grand-père a eu la Légion d'honneur, est centralien, major de sa promotion, et quand je vois cette espèce de femme centralienne qui crache sur la France, parce que finalement, cracher sur la France, ça veut dire essayer, dans un service public, que tout le monde paye, avoir aussi, mais c'est invraisemblable, avoir aussi peu de comment dit-on quand on est équilibré. Oui, juste une chose, Emmanuel Paul, aux attaques ne répondez pas par l'invective ou du moins les attaques personnelles. Je me permets juste de vous reprendre sur cette espèce de femme. Voilà, c'est respectons tout le monde. Justement, acceptons le débat et qu'importe votre colère. Voilà, c'est une formule que je me permets de reprendre. Et j'ai bien compris que parfois, la colère dépasse les mots et que mais ça m'a dérangé. Oui, je comprends, et même auprès de Madame Ernotte, si elle écoute, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est vrai que la colère doit pouvoir être exprimée dans ce pays. Parce que édulcorer sans arrêt les sentiments, il y a un moment où ça risque d'exploser. C'est comme un bouton qui sort pas, ça envahit le corps et on risque de mourir de septicémie. Il y a un moment, il faut que ça sorte. Non mais cette colère, alors là je suis 100 fois d'accord avec vous, mais pour 1000 sujets. Ce qui dérange le système médiatique, le système politique, c'est que pour la première fois, vous avez des médias qui parlent du réel. Un réel qui a été caché, qu'on refusait de voir. Je vais prendre juste un exemple très concret. Un exemple. Hier, vous avez eu le témoignage bouleversant de la maman de Philippine. Bouleversant. D'accord. Elle pointe des défaillances, mais elle va pas que sur ce terrain-là. Pour l'instant, elle n'est pas dans ce combat. Mais évidemment qu'il y a des défaillances. Au moment de l'affaire Philippine, vous aviez des spécialistes qui allaient sur les plateaux mainstream pour vous expliquer qu'il n'y avait aucune défaillance. Et un an plus tard, sur les mêmes plateaux, on vous explique que finalement, il y a des défaillances. C'est insupportable. Les Français, ils en peuvent plus. Voilà. Après le drame de Lola, vous avez le service public qui produit un reportage qui s'appelle La Fabrique du mensonge. Et que on vient attaquer des gens qui se sont mobilisés en disant mais ce drame ne peut pas se produire en France. Cette femme n'avait rien à faire sur notre sol. Ce drame aurait pu être évité. On vous explique La Fabrique du mensonge. Les Français disent stop, insupportable. Voilà. Et je fais partie de ces Français-là parce que effectivement, il y a une propagande, mais une vraie propagande, une propagande telle qu'elle était du temps de l'Union soviétique. Quand les soviétiques écoutaient la radio soviétique, ils étaient dans la propagande. Et les Français qui écoutent cette radio-là, évidemment de gauche, ont le cerveau lavé. Bon, il y en a marre. Il y en a franchement marre de ça. Emmanuel Paul. Donc, vous êtes la revue, permettez-moi une seconde, et j'arrêterai là. Vous êtes, on pourrait dire de vous que vous êtes le média universel des faits et des idées. Le média universel des faits et des idées. Et ce qui déplaît chez les autres, c'est que vous exprimiez des faits avec les idées que vous avez. Et ça les rend fous. Et ça, c'est très bien que ça les rende fous. Parce que si ça les rend fous, ça veut dire que vous appuyez là où ça fait mal, en plus. Mais j'aime beaucoup votre formule, le média des faits et des idées avec un S, parce que évidemment, ce qui est intéressant,
vous voyez. Bien sûr, bien sûr. Emmanuel Paul, excusez-moi là, parce que sur la forme, vous êtes pas en voiture, j'espère. Si, je suis en voiture. Ouh là là, ouh la perte de points. On a le droit de téléphoner Non. Si le téléphone n'est pas à l'oreille, ça va. Elliot, je suis arrêté sur un parking, bien sûr, je roule pas. Ah, ça va alors, j'ai eu peur. Attendez, parce qu'il y a un truc qui marche en France, c'est les contraventions. Hein. Faites gaffe. Hein. Il y a d'autres choses qui ne fonctionnent pas, je peux vous dire, mais les contraventions, ça peut marcher. C'est les seuls pelles automatiques. Je vous rappellerai, voilà, on va exprimer des faits sur tout ce que vous dites. Je vous rappellerai un jour. Ah bah avec grand plaisir, vous êtes le bienvenu, cher Emmanuel Paul. Je vous salue, on part courte pause, et puis on écoutera, parce que quand c'est pas Madame Ernotte, c'est Jean-Michel Apathy. Alors, en termes de standing, de niveau de responsabilité, c'est pas le même niveau. C'est-à-dire que Jean-Michel Apathy qui attaque CNews Europe 1, pas très intéressant. D'ailleurs, je sais même pas si c'est pas lui faire un peu trop de publicité. Ils ont sorti les Avengers de la bien-pensance. C'est votre ami, c'est le Grinch. Le Grinch, le pape de la bien-pensance. Mais en revanche, c'est bien plus choquant quand c'est Madame Ernotte que quand c'est Jean-Michel Apathy. Je vois qu'il fait la tournée des popotes, Jean-Michel Apathy. Il n'a pas l'obligation de neutralité, mais tout de même. Il a trouvé la méthode. Il prône le retour d'une presse sous l'autorité et la main du politique. C'est quand même assez. Il ne savait pas comment faire. Il était complètement démonétisé. Il s'est dit tiens, je vais faire un livre sur Cyril Hanouna. Tiens, je vais faire un livre. Comment faire pour être invité partout? Je vais faire un livre sur Cyril Hanouna. Bah voilà comment ça fait. Et donc maintenant, il est invité partout. Bon, ça marche pas tellement quand il est invité, mais bon, il est invité quand même. Et on en parlera dans un instant dans Elliot Deval et vous, 11h, 13h. N'hésitez pas également à nous appeler comme l'ont fait Emmanuel Paul et Régis au 01 80 20 39 21. À tout de suite. Europe 1. Elliot Deval et vous. 11h49, Elliot Deval et vous, ça continue jusqu'à 13h. Et dans cette première heure, il était question de liberté d'expression après les attaques de Delphine Ernotte contre Europe 1 et CNews. Elliot, vous proposez juste avant qu'on parte en pause d'écouter Jean-Michel Apathy. Oui, parce que Jean-Michel Apathy a attaqué là aussi violemment CNews et le groupe ces dernières heures, ces derniers jours. Il fait la tournée des popotes pour son dernier ouvrage. Alors, il a compris la formule pour vendre et il faut s'attaquer à un homme, Cyril Hanouna. On regardera les chiffres quand même. Hein. On regarde. Je pense que quand même franchement avec la pub qu'il y a pour son livre, s'il fait un flop, j'ai 2-3 exemples de grosses promotions pour des livres qui n'ont pas trop marché. Lesquels, Thomas Bonnet? Je sais pas, par exemple sur l'affaire Crépol, ceux qui avaient voulu revisiter l'affaire Crépol, qui était invité matin, midi et soir dans tous les médias. On fait très peu de ventes. Ouais, écoutez, c'était bien de le rappeler. Vous avez bien fait et c'est pour ça que vous êtes sur ce plateau et dans le studio d'Europe 1. On écoute Jean-Michel Apathy qui, sur RMC, explique que CNews est une chaîne d'extrême droite. Il a bon dos, Jean-Michel Apathy. Il nous a expliqué que, par exemple, Monsieur Legrand, ce qu'il a fait, c'est, je reprends son mot, indéfendable. Donc, c'est vraiment le donneur de leçons en chef. Faut qu'il se calme un peu, Jean-Michel Apathy. On l'embrasse d'ailleurs. Est-ce que CNews est une chaîne d'extrême droite? Oui, ça me dérange pas de le dire. Bah oui, il faut écouter tous les jours un fait divers monté en épingle, trop d'immigrés, Pascal Praud qui dit que les punaises de lit elles arrivent avec les immigrés. Enfin, ça fait un moment qu'elle est l'extrême droite. Oui, je sais pas. Moi, ça me dérange pas de le dire. Ce qui est spectaculaire, c'est l'intervention de la présidente de France Télévisions. D'habitude, les dirigeants de France Télévisions, ils restent plutôt cachés et ils ne mènent pas ce type de conflit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que CNews a un potentiel de... CNews impose des débats, donne une tonalité au débat public, ce qui fait que déstabiliser le service public... mais le service complémentaire. Est-ce qu'il est de gauche, le service public audiovisuel? Est-ce que France Inter est une radio de gauche? Pas que France Inter. De gauche, oui, il doit y avoir une sensibilité plutôt de gauche que de droite, mais c'est assez mou, je trouve, c'est assez mollasson. Ah, c'est trop mollasson. Il faudrait faire des débats sur France Inter, comment raser le château de Versailles, ce que voulait Jean-Michel Apathy. C'est vrai que Jean-Michel Apathy officie quand même dans une émission quotidien, pour pas la nommer, où il revendique de ne pas inviter quiconque du Rassemblement national. Et c'est lui qui fait la leçon. Et c'est lui qui vient nous faire des leçons de pluralisme. Donc à un moment, pardon, mais usant. Mais c'est moins intéressant, je trouve, Jean-Michel Apathy qui représente personne, si ce n'est que c'est devenu un influenceur sur les réseaux sociaux. Quand il dit CNews impose des débats, oui, mais peut-être parce que CNews parle du réel et trouve un public. Peut-être qu'il devrait se remettre en cause. Ça a l'air de le gêner. C'est plutôt pas mal une chaîne de télévision qui impose des débats. Imposer, c'est-à-dire que si vous voulez, malheureusement, c'est le fait qui s'impose aux journalistes. C'est ça la vraie distinction. Et pour revenir à Madame Delphine Ernotte, la phrase qu'elle a prononcée il y a quelques années en commission à l'Assemblée nationale. J'aimerais décrire la France telle qu'on voudrait qu'elle soit, pas telle qu'elle est. Et pour moi, dans cette phrase, il y a tout. Au moment où elle prononce cette phrase,
elle ne doit même plus pouvoir occuper ses fonctions. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que cette phrase-là la disqualifie pour toujours. Elle avoue qu'elle modifie la réalité au profit de la conception qu'elle se fait de la réalité. Et justement. Encore une fois, Jean-Michel Apathy déverse sa bile sur CNews et sur le groupe, alors que lui-même, au moment des révélations de l'incorrect, a fait un long tweet où il disait, de toute façon c'est toujours trop long avec Jean-Michel Apathy, mais dans son tweet, il disait que Thomas Legrand, son action était, et sa phrase, Rachida Dati, on s'en occupe, Patrick et moi, c'est indéfendable. C'est son mot, indéfendable. Il l'a quand même défendu parce que Thomas Legrand est allé dans la fameuse émission dont je parlais, parce que c'est l'émission qu'il a choisie pour aller se défendre, c'est intéressant d'ailleurs aussi. Et là, Jean-Michel Apathy était beaucoup moins offensif. Ah, tiens donc. Jean-Michel Apathy a trouvé beaucoup plus de circonstances atténuantes. Il a laissé son courage au boulevard Saint-Germain avant d'aller sur les plateaux de quotidien. Du fond, parce que, encore une fois, à chaque fois qu'on entend Patrick Cohen ou Thomas Legrand s'expliquer, on ne parle jamais du fond de l'affaire. On parle toujours des méthodes, de qui a révélé la vidéo, etc. On s'attaque toujours aux médias et jamais au fond de l'affaire, ce qu'elle dit, c'est-à-dire la collusion idéologique entre une partie du service public et la gauche. Et maintenant, qu'est-ce qui peut se passer, Alexandre Devecchio ? Parce que c'est vrai qu'on commande beaucoup toutes les déclarations des uns et des autres, que ça soit Monsieur Vincent Mellet, directeur éditorial de Radio France. Ça veut dire, un, qu'il y a un directeur éditorial, et deux, il nous explique que CNews et Europe 1, ce sont les pires adversaires de Radio France. Donc il définit lui-même deux camps. Nous sommes la négation du journalisme. La négation du journalisme. Ensuite, il y a eu la déclaration de Madame Delphine Ernotte, qui là aussi a été vivement et longuement commentée. Mais la question, c'est qu'est-ce qui peut se passer après ? Et maintenant ? Est-ce que ça va être le statu quo ? Pour l'instant, on est dans le statu quo, mais alors il y a une échéance, c'est que il y a une loi sur l'audiovisuel public avec la fusion de tout la radio publique, la télé publique, et avec peut-être à la clé la nomination d'un nouveau dirigeant, ce qui explique peut-être l'attitude de Delphine Ernotte, puisque elle se sert un peu sur la sellette avec Rachida Dati, et finalement crier contre CNews, c'est aussi pour elle une manière de partir en martyr. Donc ça, c'est dans un premier temps. Après, les vrais changements, je pense qu'ils auront lieu après l'élection présidentielle. Et ce qui va être intéressant, c'est que cette question du service public, de la liberté d'expression, à mon avis, elle va être au cœur des débats politiques pour la première fois dans une campagne présidentielle. Il y a juste un juge de paix, c'est le public en fait. C'est-à-dire que vous regardez simplement les chiffres d'audience, les ventes de France des Info, médias, etc. Bon effectivement, le public semble avoir choisi pour qui il a envie de regarder, où il trouve l'actualité qui lui semble la plus intéressante. Et en fait, c'est ça la clé. C'est-à-dire que on peut avoir évidemment une guerre culturelle, etc. À la fin, c'est le public qui tranche, et le public, mais il a plutôt fait son choix. J'ai essayé de regarder un peu les chiffres d'audience entre 19h et 20h quand Jean-Michel Apathy était face à Philippe de Villiers. Je ne les ai pas. J'imagine simplement que c'est quasiment du simple au triple pour Philippe de Villiers face à Jean-Michel Apathy. C'est la vraie raison de l'énervement. Je vous coupe. Qu'est-ce que ça me plaît de vous couper la parole, Alexandre Devecchio. Marie, bonjour. Je vais finir par Anselme Léa. Marie, chère Marie, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Marie ? Très bien, mais moi je suis une grande adepte de la liberté de ton, parce que voilà, c'est mon caractère. Et je trouve que l'époque que nous vivons est tellement aseptisée. Vous avez le camp du bien, le camp du mal. On vous flanque une étiquette. Dès que vous ne pensez pas, vous n'êtes pas dans la droite ligne, dans le droit fil de la bienséance actuelle. On vous classe d'extrême droite, alors que moi je suis juste quelqu'un qui aime la liberté d'expression, etc. Et j'ai un certain âge, et donc je peux vous affirmer que notre époque a fait que nous avons perdu l'insouciance. On passe son temps à faire attention à ce qu'on dit, on passe son temps à se méfier dans la rue de ne pas être attaqué ou dans le métro. On n'a aucune insouciance, et c'est pour ça que les Français, tout compte fait, ils sont bourrés d'antidépresseurs, de tout ce que vous voulez, ils ne dorment pas, etc. Ils sont jamais contents de leur sort, parce qu'en fait, on n'a pas d'insouciance. Si on parle d'une façon un peu spontanée, on vous regarde avec des yeux ronds parce que vous avez choqué je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. On a commencé il y a quelques années à réécrire les livres, ce qui est pour moi une démarche sur le plan intellectuel bien pire que les autodafés d'Hitler. Parce que un bouquin réécrit, dans 50 ou 100 ans, ne saura même plus ce qu'était la version originale du bouquin.
Même si, alors là où je vous rejoins pas, c'est qu'on va éviter de relativiser la période d'Hitler et les autres faits, mais c'est très intéressant. C'est pas ça. Oui, je ne relativise pas. Je pense que c'est la pire époque du XXe siècle. Bien sûr. Cependant, réécrire les livres, c'est la même chose en pire. Eh bien, écoutez, voilà. Non mais j'entends Marie, mais la fin de l'insouciance c'est très intéressant et surtout la société de vigilance que vous signalez, c'est-à-dire que la société de vigilance voulue par la Macronie, c'est regarder derrière votre épaule pour être sûr qu'il y ait personne qui vous attaque. Et cette société de vigilance, c'est aussi dans le débat public, c'est aussi dans la manière de s'exprimer, c'est la crainte, vous marchez sur des œufs à chaque fois, vous pouvez être la cible d'attaques, de plaintes, etc. L'insouciance, ça c'est un beau mot. Merci Marie d'avoir réagi en direct sur Europe 1. Écoutez, un grand merci Marie, on vous retrouvera dans quelques semaines si vous voulez. Vous êtes la bienvenue pour réagir sur Europe 1 et merci de nous suivre de 11h à 13h. Elliot Deval et vous.